Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc voici la deuxième partie du débat où nous allons plutôt parler des aspects institutionnels et sociétaux. Une résistance constatée, donc on verra en quoi elle est constatée, à quel niveau, et puis bien entendu essayer de voir comment est-ce qu'on peut promouvoir le respect de l'identité de genre à travers le sport. Tout d'abord, on va présenter les modérateurs, on va commencer. Donc, je me présente, Olivier Vaillet, président de l'association Fierté Montpellier Pride, qui depuis 26 ans organise la marche des Fierté Diversité Pride de Montpellier et qui, dans le cadre de ses activités et actions, fait un petit peu office de centre LGBT sur la ville de Montpellier avec différents pôles, dont un pôle trans, un pôle migrante LGBTQI+, un pôle juridique et santé, dans lequel justement on a été invité par le Corévi. Et du coup, monsieur Yann Capel, président de l'association Chemin des Cimes, qui est une association sportive et culturelle, multisportive, qui regroupe énormément d'adhérents sur la ville de Montpellier, qui est aussi une des plus anciennes associations de la ville et qui est l'une des plus actives à l'heure actuelle sur le département de l'Hérault. Merci beaucoup. Donc, je vous présente nos invités ce soir. Donc, Sylvain Ferrès, ici présent, qui est maître de conférence à l'Université de Montpellier et qui est également le président de la Société de sociologie du sport de langue française. Hervé Martin, à ma gauche, qui est élu à la ville de Montpellier et qui est délégué au sport, adjoint au maire de M. Delafosse. À ma droite, nous avons JB Moll, qui est à la Fédération française de rugby, qui est président de la commission antidiscrimination et égalité de traitement à la FFR, et qui est également docteur en sciences des sports. Participe aussi à cette deuxième partie la mairie de Toulouse, qui ne sont pas là ce soir avec nous de manière physique, mais qui ont préparé une petite vidéo que vous allez pouvoir voir dans quelques secondes, avec Madame Fela Halal, qui est conseillère municipale déléguée à la lutte contre les discriminations, Monsieur Arnaud Sayous, qui sera chargé des missions LGBT à la mission Égalité et Diversité, qui pourra intervenir lors de la table ronde s'il y a des questions, et est également connecté Cyril Brocardo, qui est le président d'honneur des Twin, qui va apparaître dans le petit film que nous allons vous diffuser maintenant. Bonjour, la mairie de Toulouse est engagée depuis de nombreuses années dans la prévention en matière de santé sexuelle ainsi qu'en matière de lutte contre les discriminations, notamment à l'égard des personnes LGBT. Pour répondre à ces thématiques, nous avons créé 2 lieux municipaux emblématiques, la communauté municipale de santé ainsi que l'espace diversité-laïcité. Cet espace est unique en France. Il permet entre autres d'accueillir le centre LGBT avec plus de 20 associations qui assurent des permanences, des conférences, des expositions. Plus précisément, en matière de santé sexuelle et de lutte contre le VIH, la ville de Toulouse bénéficie du label « Ville engagée contre le sida ». Au-delà des nombreux soutiens au tissu associatif, la mairie de Toulouse copilote un dispositif de prévention en milieu festif « Fait-on plus, risquons moins ». Elle participe également aux instances du Corévi ainsi qu'à la plateforme Addiction Occitanie. Dans le cadre de son plan de lutte contre les discriminations, la mairie de Toulouse soutient de nombreuses associations qui permettent l'inclusion des personnes LGBT dans notre société. Dans une ville où le rugby occupe une place culturelle importante, nous avons choisi de mettre l'accent sur une association qui œuvre en matière d'inclusion des personnes LGBT à travers le sport. Il s'agit des Twin. C'est l'accueil des personnes qui n'ont jamais osé faire un sport collectif à cause de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Donc on va les aider à s'intégrer dans une équipe et on l'espère à travers ça dans la société. Ensuite, on a un discours aussi lors des troisièmes mi-temps avec les équipes qu'on rencontre. En fait, on a un groupe qui est très soudé et on a des joueurs qui se sont révélés au sein des Twin
Je pense à des joueurs homo, mais je pense aussi à des joueurs hétéros. Quand je suis arrivé, j'étais pas particulièrement sensibilisé à la cause LGBT. Et de manière naïve, je pensais que c'était plus un problème en France aujourd'hui d'être homosexuel. Et malheureusement, j'ai découvert des profils de vie parmi nos joueurs assez difficiles, des joueurs qui ne pouvaient pas parler de leur homosexualité lorsqu'ils jouaient au rugby en club. Et ça a vraiment fait changer ma perception de l'homosexualité. Et aujourd'hui, je suis fier de militer auprès de mes amis, de ma famille, de mes collègues de travail. En fait, ce qui peut choquer des gens, c'est que chez nous, l'homosexualité est absolument pas un sujet en fait. Les joueurs qui viennent sont homos, sont hétéros, ça n'a aucun impact. Le but n'est pas de gommer la différence, mais de valoriser l'inclusion. C'est vraiment ça la force de notre club. Donc on ne demande absolument pas aux joueurs de venir afficher leurs différences quand ils arrivent. La seule différence entre notre club et des clubs plus classiques, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent en parler sans aucun problème. Quand les joueurs arrivent, on n'a aucune question à leur poser, c'est à eux de venir nous dire ce qu'ils veulent nous dire. Alors récemment, on a fait signer cette charte à beaucoup de clubs professionnels toulousains. Donc on a au départ ciblé tous les sports. Toutes les personnes qu'on a contactées ont répondu présent. Donc entre autres, on a le TO13, on a le Stade Toulousain évidemment dans le rugby à 15. Mais on a aussi le handball, on a aussi le basket, on a aussi le foot américain. En fait, la mairie de Toulouse a signé la charte au moment où les clubs professionnels toulousains ont signé cette charte. Et ensuite, le département de Haute-Garonne et la région Occitanie ont signé cette charte le jour de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Donc on a eu la chance d'avoir donc Madame la ministre Moreno. Madame la ministre est une personne qui connaît le monde associatif. Donc on a vraiment pu échanger de façon, je dirais, non politique, avec probablement une vraie expérience de vie de cette ministre sur ces thématiques. Chez les Twins, ce qui est bien, c'est qu'on va toucher un public extrêmement varié. Donc le fait d'en discuter entre nous va aussi permettre de poser toutes les questions sans aucun tabou. Certaines personnes vivaient leur sexualité dans la clandestinité, et quand on est dans la clandestinité, de façon globale, on a souvent des comportements à risque. Donc sortir les personnes de cette clandestinité peut peut-être leur permettre de sortir de ces comportements risqués également. C'est qu'on parle de nous dans le milieu du sport et particulièrement du rugby. Si par notre réputation on peut être entendu dans les équipes de rugby de toute l'Occitanie et que ça crée des discussions et que peut-être des joueurs qui eux jouent au rugby et cachent leur homosexualité puissent se dire qu'il existe des endroits où ils seront accueillis pour ce qu'ils sont et qu'ils pourront être eux-mêmes. Notre force et notre envie, c'est de montrer que peu importe qu'on soit gay, qu'on soit hétéro, on peut jouer tous ensemble. On n'a pas besoin d'être hétéro pour jouer au rugby, on n'a pas besoin d'être gay pour lutter contre l'homophobie. Merci donc à la mairie de Toulouse et à nos amis des Twins. Twins que je connais bien puisqu'il y a quelques années, j'ai eu la chance et le plaisir d'être président de Los Valence Montpellier, qui est le club de rugby gay de Montpellier et qui a été le premier club de rugby en province à avoir été créé il y a plus de 20 ans maintenant. Je souhaiterais d'abord poser une question qui pourrait paraître simple mais qui pourrait aider certaines personnes qui ne seraient pas familiers avec la thématique. Monsieur Ferrès, est-ce que vous pourriez définir la différence entre l'orientation sexuelle et l'identité de genre, s'il vous plaît? Ce sont deux choses tout à fait différentes. Le genre est plus compliqué à définir que l'orientation sexuelle parce qu'il y a des désaccords assez importants. Le genre peut être compris comme une identité au sens où il est une manière de se définir au regard des catégories du masculin et du féminin. Mais il est aussi une construction sociale qui existe dans tous les médiums et qui fait que si on dit qu'est-ce que c'est un jouet pour les filles ou pour les garçons, chacun est capable de le reconnaître et que ça apparaît dans des catalogues, dans des supports du social qui sont partout. Ce qui est compliqué dans le genre, c'est qu'il existe deux fois
dans les identités incorporées dans les têtes, mais aussi dans le social, au travers des exemples que nous-mêmes donnons à tous les autres, et au travers de ces objets qui sont genrés, de ces activités qui sont genrées, et vis-à-vis desquelles les individus se définissent eux-mêmes comme masculins ou comme féminins en s'engageant dedans. Donc c'est une construction sociale, mais qui est complexe parce que d'une certaine manière, elle est extérieure à nous et on peut la traquer dans les médiums, et en même temps, elle nous traverse et on se construit tous par rapport à ça, en s'engageant dans des activités à un moment de l'histoire sociale, dont on ne peut pas ignorer qu'elles sont plus ou moins pratiquées par des garçons ou des filles, ou qu'elles sont plus ou moins associées à la masculinité ou à la féminité par le monde social dans lequel on a grandi. Ça, c'est pour le genre. Pour l'orientation sexuelle, ça, c'est de se définir comme ayant un objet de désir sexuel qui est caractérisé, qui est orienté. Il y a des gens d'ailleurs qui refusent l'orientation sexuelle ou qui proposent des orientations sexuelles diverses, c'est-à-dire ne ciblant pas un objet caractérisé. Et l'orientation sexuelle, de la même manière pour le sociologue, est une construction. C'est-à-dire que demander à un enfant de 5 ans s'il préfère d'abord, il préfère quoi ? En fait, on construit le désir sexuel dans sa socialisation par rapport à des modèles de socialisation et on finit par dire j'aime les filles, j'aime les garçons. En fait, même pas par le dire, par les aimer vraiment. Voilà, je ne sais pas si j'étais clair, mais j'ai essayé. Alors, on parle de sport ce soir, puisque c'est la thématique centrale. Et il est communément admis que le sport est vecteur de nombreuses valeurs positives. Le courage, l'amitié, la solidarité, le respect de l'autre. Et pourtant, ça ne se retrouve pas dans le quotidien pour les personnes qui peuvent être victimes soit de LGBT-phobie, soit en fonction de leur identité de genre. Comment est-ce que du coup cette dichotomie peut s'expliquer à travers les études qu'ont pu mener les sociologues du sport notamment ? Les sociologues du sport n'admettent pas grand-chose communément. Et ils considèrent que s'il y a des valeurs morales associées au sport dans une société, c'est parce qu'elles sont construites socialement et que tout objet, n'importe lequel, peut être construit moralement d'une manière ou d'une autre par un groupe, positivement ou négativement, neutralement, produisant. Les mêmes pratiques sportives sont construites comme masculines ou comme féminines suivant le pays où on est. Le soccer aux États-Unis est une pratique féminine, en France il est une pratique masculine. Donc il n'y a pas de lien et la question morale est toujours une question de construction. Les objets n'arrivent pas avec une valeur morale et le sport n'a pas d'autre valeur morale que celle qu'on construit. Dans les discours, et on peut étudier les discours sur le sport, et effectivement, on peut repérer que quel que soit le spectre politique dans nos sociétés, le sport est très très communément et largement admis comme quelque chose de positif, c'est-à-dire qui transcende tous les clivages, ce qui est à mon avis une chose à interroger. Il faut se demander à partir de quand historiquement ça a commencé à être le cas, comment ça se construit, etc. Sur quelle base et qu'est-ce que ça veut dire de ces sociétés-là. C'est un travail de socio-historien. Deuxièmement, les pratiques sont une chose et le sport produit des valeurs morales en pratique. Il produit des normes morales. Elles sont toujours arbitraires, ces normes morales. Elles sont toujours liées à une société, j'allais dire, donnée. Il y a des normes morales que véhiculait le sport il y a 20 ou 30 ans qui ne sont plus valides aujourd'hui. Je pourrais parler de tout ce qui est en lien avec la violence, par exemple. Elias, qui est un sociologue, qui a montré qu'on est dans des sociétés de plus en plus pacifiées et qu'entre le début de l'histoire du sport et aujourd'hui, on accepte beaucoup moins de choses d'un point de vue des expressions de la violence. Donc on voit bien que ça bouge. Et puis sur les valeurs de genre, comme le reste, moi j'ai pas de question morale, je peux regarder à chaque moment ce qui se passe sur les terrains et qu'est-ce qui est construit comme la norme ou pas et quelle valeur morale on met. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de constantes sur les discours et des valeurs morales identifiées que vous avez désignées, l'effort, le courage. Mais bon, on se méfie un peu des discours quand on est sociologue. On regarde, c'est quoi le courage ? C'est pour qui ? Comment ça se transmet ? À qui on dit ? Et quel produit ça fait sur lui ? Est-ce que le courage, il est distribué en termes de genre, par exemple ? Est-ce qu'il est attendu de la même manière pour tout le monde ? Attention, le sport, ça valorise aussi des valeurs esthétiques, suivant les sports dont on parle. Donc vous voyez, dès qu'on rentre dans les pratiques et qu'on dit qui a quoi et qui on socialise à quoi à travers ce médium-là, on s'aperçoit en fait que oui, il y a des valeurs différenciées. Et attention, l'hétéronormativité est une valeur.
Et le sport passe une grande partie de son temps dans ces médiums à véhiculer la valeur hétéronormative, à construire, à fabriquer et le masculin, et plus que le masculin, l'hétéronormativité. Il le fait d'ailleurs beaucoup plus que les expressions de l'homophobie. Il y a des expressions d'homophobie dans le sport violentes, mais elles sont finalement minimes par rapport à tous les renforcements de l'hétéronormativité, c'est-à-dire tous les moments où, dans le sens commun des échanges sportifs, il va de soi que les gens qui parlent sont des hétérosexuels, que tout le monde ici est hétérosexuel, qu'on invite le conjoint dont on suppose que si c'est un homme, il est une femme. Et évidemment, la somme de ces discours, de ces pratiques mises à bout, construit le sentiment, quand on n'est pas dans la norme, que peut-être on pourrait ne pas y être bienvenu et que le groupe finalement construit en pratique à se produire comme ayant des valeurs, ayant des normes, des choses qu'il faut faire pour en être, dont on n'est pas tout à fait, et qui se traduisent, j'allais dire, de manière ultime par l'insulte non ciblée. Le cas de l'insulte non ciblée est très clair. D'ailleurs, dans les entretiens, on retrouve largement ça. L'insulte non ciblée, elle ne cible pas quelqu'un. Quand on dit c'est un tir de tapette ou c'est un tir de PD, ça ne veut pas dire qu'on pense que le tireur est un PD. Non. Si c'est au football, on pense que le tireur n'est pas un PD. Il va de soi que le tireur n'est pas un PD parce qu'il ne peut pas y en avoir ici de PD. Par contre, ça veut dire les PD sont malvenus, les PD sont pas bons au foot. Ça veut dire qu'on est en train de faire un lien entre l'orientation sexuelle, dont on parlait tout à l'heure, et une qualité physique, et donc de construire un rapport de genre. Mais on peut faire pour les femmes, on peut dire c'est un tir de femmelette. Le problème et la difficulté dans le sport, c'est que comme le sport est un espace de sociabilité très fort, où les jeunes se construisent ou se socialisent, l'ensemble de ces petites choses peuvent passer inaperçues, mais en fait, mises bout à bout, elles sont très très puissantes, évidemment très très mal perçues par les gens qui ne sont pas dans la norme et qui sont très sensibles à ces choses-là. Vous imaginez si on disait c'est un tir de noir, on aurait... on est arrivé aujourd'hui au point où la loi pénalise ces choses-là, où on commence à voir dans le sport de haut niveau des pouvoirs publics qui prennent position, mais c'est encore des choses qu'on entend beaucoup, avec des éducateurs sportifs qui ne sont pas formés pour les pointer et pour dire ce qu'elles signifient, sur qui doit être là, ce qui vaut quand on est ici, qui est bienvenu, qui n'est pas bienvenu, ce que le groupe entend collectivement de ce qu'il est et de la valeur qu'il a au regard des autres, du monde, etc. Et en fait, la difficulté, c'est que, vous voyez, le social est dans les détails et on en dit en tout cas souvent beaucoup plus, parce que comme il existe deux fois à l'extérieur et à l'intérieur, toutes ces choses-là, on les dit, on les fait sans les percevoir, et le sociologue lui-même doit travailler sur ses propres constructions qui sont les siennes, puisqu'il appartient aux sociétés qu'il étudie. Merci. Il y a... avant de passer directement à Jean-Bernard Molès, je voulais rebondir sur certains points, parce qu'il y a énormément de choses qui ont été dites dans cette intervention. Le sport, la manière dont il est pratiqué, que ce soit d'une manière professionnelle ou amateur, c'est à la fois les participants, mais c'est aussi les spectateurs. Et donc, il y a sur ce point de vue-là une énorme valeur pédagogique universelle qui, au final, transcende, on va dire, les différentes barrières, qu'elles puissent être sociales, économiques, religieuses, enfin, à différents moments. Donc, le sport a énormément à apporter, justement, dans le cadre des valeurs dites positives qu'elle est censée apporter, en ce qui concerne l'inclusion, l'égalité, l'équité, et la lutte contre ces formes de discrimination. Normalement, c'est aussi ce qui est censé, à notre sens, pour nous, acteurs associatifs, c'est ce qu'il est censé apporter. C'est, sur ce point de vue-là, sur les valeurs éducatives, comment est-ce que, justement, on peut faire pour promouvoir le respect de l'identité des genres, sachant déjà qu'il y a une telle différence de traitement entre les hommes et les femmes dans le sport? On a les éducateurs qu'on mérite, et je pense qu'il faut former les éducateurs sur le terrain à être hypersensibles et à pouvoir prendre en charge tous les micro-événements, toutes les petites choses qui créent la culture. Et je ne dis pas que c'est facile, je pense que c'est très difficile. Et de le repérer et de pouvoir former les gens à ça et de pouvoir le faire en pratique. Mais je crois que les éducateurs sportifs sont très dénués par rapport à ces questions. Ils peuvent avoir des discours généraux sur les valeurs éducatives du sport qui sont des discours... j'allais dire de bon cœur et qu'on peut accepter,
Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de se déconstruire et de se reconstruire. Il s'agit de comprendre comment on pèse les uns sur les autres. Il s'agit de comprendre, quand les enfants se moquent les uns des autres, quels rapports sociaux ils construisent entre eux, entre les garçons et les filles quand il y en a, ou entre les garçons qui sont là vis-à-vis des filles qui ne sont pas là quand elles ne sont pas là. Et ça, évidemment, ça demande un peu, j'allais dire, d'intelligence sociologique et beaucoup de formation, d'écoute. Et les éducateurs sportifs sont, et c'est normal, bien formés pour apprendre des gestes techniques, mais ne sont pas toujours conscients de tout ce qui se joue. Alors j'ai beaucoup aujourd'hui dit dans la société, pour le sociologue, la société en général, ça n'existe pas. Et le sport en général, ça n'existe pas. Tout se construit dans chaque espace. Il n'y a pas de méta-lieu dans lequel ça se construit qui serait ailleurs et dont on pourrait dire c'est mal et c'est là. Non, ce soir, on va construire du genre en partie. Dans nos échanges, dans nos manières d'interagir, dans la manière dont on va s'effacer, dont on va donner la parole. Et bien sur un terrain de foot, c'est pareil. Sur un terrain de rugby, c'est pareil. Sur un terrain de handball, c'est pareil. Et c'est d'autant plus important que ça touche. Je pense qu'on n'a pas assez insisté sur la table ronde là-dessus ce matin, des tranches d'âge. On a parlé début de carrière, fin de carrière, quand c'est qu'on annonce, mais il faut bien se rendre compte que l'orientation sexuelle, elle se construit pendant que se construit la carrière sportive. Les identités de genre, elles s'affirment pendant. Donc c'est pas j'ai une identité de genre, c'est je construis mon identité de genre, évidemment avec mon histoire familiale, avec mes référents familiaux, etc., etc., mais en partie dans ces échanges-là, dont on sait qu'ils sont très importants pour les enfants, qu'ils y passent du temps, qu'ils investissent de l'énergie considérable. Ils deviennent homosexuels, hétérosexuels, comme ils veulent, comme ils voudront se définir. La question, c'est quel espace et comment la norme est ouverte dans ces espaces-là, soit pour leur donner des orientations de ce que le collectif attend d'eux, ou soit pour leur donner une possibilité de construire une orientation sexuelle ouverte, des identités de genre souples, finalement, les choses ne sont pas figées et où les chemins identitaires ne sont pas rigides. Alors après, sur la question des supporters, il y a d'autres types de problématiques. Et ça devient compliqué. Parce qu'on ne peut pas dire le mot intersectionnalité maintenant, parce que mais les sociologues l'utilisent beaucoup. Et là, je pense en l'occurrence qu'il est important. Parce que les positions de genre sont aussi des positions de rapports sociaux. Parce que les groupes sociaux n'ont pas tout à fait les mêmes visions du genre. Et parce qu'ils produisent leur lutte entre groupes sociaux, parfois en reprochant aux autres leur vision du genre. Et je crois que dans la question des supporters, notamment au football, se pose cette question-là de manière centrale. C'est-à-dire que certains groupes sociaux et certains hommes de groupes sociaux affirment la masculinité d'une certaine manière, dans un rapport de force qui est un rapport social, et à la fois de genre. Et donc ça devient très compliqué, parce que le niveau alors on pourrait dire de machisme, d'homophobie de ces groupes, est à la hauteur de son niveau de dévalorisation probablement et d'humiliation sociale. Vous voyez que là je commence à devenir prudent parce qu'on ne peut pas toucher l'un sans l'autre et que donc les choses sont compliquées. Même si je pense, moi, que sur ce terrain-là, le meilleur exemple à donner est un exemple d'exemplarité. Je suis tout à fait d'accord avec Gareth Thomas. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas que l'institution lâche. Quand on a mis quelque chose dans la loi et qu'il est pénalisable, il ne faut pas nous agacer avec les petits trucs sur lesquels on nous agace tous les jours et des choses aussi énormes que des discriminations aussi visibles. Ne pas renvoyer chacun à sa responsabilité et faire respecter la loi quand c'est à la télé, devant des dizaines. Parce que, si vous voulez, qu'est-ce que les enfants qui construisent et qui regardent ça à la télé, ils n'y comprennent plus rien. On leur dit c'est pas autorisé à l'école et on leur explique comment c'est dans leurs rapports sociaux quand ils ont un bon éducateur. Et ils regardent la télé, ils voient des dizaines de gens le faire et d'une certaine manière c'est un jeu. Mais quel est ce jeu ? On parle de football, c'est intéressant puisque en 2010, la charte contre l'homophobie dans le sport a d'abord été signée par la LFP, la Ligue professionnelle de football, par le rugby à 13 et par le cyclisme. Puis il y a 6 clubs professionnels de football qui ont signé cette charte dès qu'elle a été créée, notamment le club de football de Montpellier. Puis il n'y a pas eu grand-chose ensuite de la part des institutions, ou en tout cas des fédérations sportives, pour la lutte contre les LGBT-phobies dans le sport. C'est surtout ces 3 dernières années où le 17 mai, qui est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, là,
en termes de communication, il se passe des choses. Simplement, ça ne marche pas toujours. Il y a 2 ans, il y a eu une opération de brassard arc-en-ciel ou de lacet arc-en-ciel, et il y a des joueurs qui ont refusé de les porter. En 2019, il y a eu ce qu'on a appelé la crise des supporters et des banderoles, puisque il y a eu ces fameux supporters de football qui ont mis des banderoles assez injurieuses, et le président de la Fédération française de football lui-même a dit « Un match pourra être arrêté s'il y a des cris racistes, une bagarre, des incidents, s'il y a un danger dans les tribunes, mais certainement pas pour des propos ou des chants homophobes. » Ça, c'est du coup la parole d'un représentant de fédération sportive. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé sur le terrain. C'est-à-dire que c'est l'arbitre qui est lui-même le garant des jeux, du jeu et le garant des valeurs de ce jeu, qui a arrêté de lui-même le match et qui a demandé à ce que ces banderoles soient retirées avant qu'on puisse reprendre le cours de la partie. Antoine Griezmann, joueur de foot bien célèbre, a fait la couverture de Tétu en mai 2019. Avant lui, d'autres joueurs l'avaient fait, comme David Ginola et Olivier Giroud. Voici ce que Griezmann dit aujourd'hui à la jeunesse et aux supporters de football. « L'homophobie dans le foot, ça suffit. Je l'encouragerai à être fier et à être heureux, dit-il, si l'un de ses coéquipiers l'informait de sa volonté de faire son coming out. Je pense que ça pourrait ouvrir la porte à d'autres et je ferai tout pour être autour de lui et montrer que c'est normal. » Voilà aujourd'hui ce qui se passe. Et on a des institutions qui ont déjà lancé des choses par le biais du gouvernement et des politiques en 2010, mais on en est toujours là aujourd'hui, où on en est encore à lutter contre ces violences ou ces injures contre une certaine catégorie de la population. Voilà, donc là, du coup, je voulais en profiter pour demander à J. qui, dont du coup, travaille à la Fédération française de rugby, qu'est-ce que la Fédération française de rugby a mis en place pour lutter contre toutes les discriminations, et notamment contre les discriminations contre le public LGBT. Alors, la Fédération française de rugby, pour le second mandat de son président Bernard Laporte, a décidé de créer une commission pour lutter contre toutes les formes de discrimination. Alors souvent, dans les fédérations, il y avait de bonnes intentions, mais il y avait peu d'actions réelles, concrètes. Et donc nous, dans cette commission que j'ai appelée la cadette, pour qu'il y ait une résonance quand même, surtout médiatique, cadette, c'est commission vraiment anti-discrimination, égalité de traitement, et vous l'avez compris, c'est pas le cadet de nos soucis de laisser passer toutes les discriminations. Tout de suite, nous avons souhaité que cette commission intègre des gens compétents dans ces problématiques. Contrairement à la plupart du temps où à l'époque, il faut bien le reconnaître, on prenait le président de là, le cousin du trésorier, etc. Là, j'ai décidé, puisque Bernard Laporte m'a nommé président et m'a laissé carte libre, de prendre que des gens compétents. Donc je me suis tourné vers Sandra, par exemple, qui n'a jamais joué au rugby, même si elle est de Bagnères, ce qui est déjà terrible, une véritable catastrophe même pour les Bagnérais. D'autant qu'ici dans la salle, il y a Christian Tralero qui a marqué le seul essai du match contre Bagnères en finale. Et donc j'ai pris Sandra, par exemple, Rachel Kahn, qui a écrit le dernier livre Racé, qui fait beaucoup parler d'elle actuellement. Nous avons aussi Alexia Sérénis, qui est une joueuse transgenre qui joue en Élite 1, à Lons-Po, et j'y reviendrai d'ailleurs. Jérémy, qui a été mis en valeur dans le documentaire de Canal. Et d'ailleurs, je voudrais dire un mot sur Jérémy, parce que Jérémy, il coche toutes les cases pour être discriminé, lui. Il fallait qu'il ait un sacré courage. Il est tronchard, donc il est un peu grassouillé. Il est joueur de couleur. Et en plus, il est homo. Alors, comme il dit, Jérémy,
mon coming out, c'était chaud, hein, parce que je ne savais pas où j'allais. Hein, je ne savais pas si au bout du tunnel, il y aurait une petite lumière. Mais finalement, c'était un grand phare qu'il y avait, puisqu'il a été accueilli formidablement partout. Et c'est un exemple, Jérémy. Et c'est vrai qu'il faut rappeler que c'est un joueur qui a fait son coming out en activité. Il est très jeune, hein, il a 24 ans. Et donc, quand vous jouez en première ligne, vous savez ce qui vous attend. Hein. Donc, la cadette a choisi les compétences. Et nous avons décidé pour la fameuse journée pour lutter contre toutes les LGBTI-phobies de rentrer, comme on dit, dans le dur. C'est-à-dire que nous avons décidé, nous, le rugby, qui est le sport certainement le moins propice à inclure les transgenres, à établir et faire voter par le comité directeur une réglementation qui autorise tous les transidentitaires, genre ou sexuels, à jouer officiellement toutes les rencontres au sein de la Fédération française de rugby. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cas particuliers. Un joueur transgenre vient, il remplit quand même quelques conditions pour garder une équité sportive et il peut jouer comme Alexia et comme d'autres, mais qui ne veulent pas que ça se sache. Et donc, nous sommes le sport qui est probablement le plus compliqué, parce que nous sommes un sport de combat avec la boxe. Nous sommes le sport le plus compliqué pour inclure les transgenres à la pratique de notre sport. Et nous avons tout fait pour que cela se fasse en toute quiétude par rapport aussi, et ça c'est très important, à la sécurité des adversaires. Par exemple, Alexia est un joueur qui évoluait chez les Espoirs de Mont-de-Marsan. Il a fait son parcours de transidentité, il a fait sa réassignation. Aujourd'hui, c'est une femme, administrativement, reconnue par l'État, donc, et qui joue à Lons en élite 1. Pour cela, il fallait quand même établir, et ça nous l'avons fait aussi grâce à Sandra et Alexia elle-même d'ailleurs, nous avons établi 3 règles. Un transgenre doit absolument attester d'un changement d'état civil, notamment son prénom. C'est-à-dire s'il s'appelle Pierre et qu'il veut aller jouer chez les filles, autant qu'il ait quand même un prénom féminin. 2, il doit avoir entamé un traitement hormonal depuis au moins 1 an. Et 3, parce qu'il fallait bien quand même à un moment donné préserver l'équilibre sportif, nous avons décidé que le taux de testostérone ne dépasse pas les 10% de nanomoles par litre. À partir de là, tout transgenre peut évoluer chez nous sans aucun problème, sans aucun souci. Alors, vous allez me dire, mais si jamais il y a un gars qui mesure 2 mètres, 120 kilos, et qui décide lui aussi de devenir transgenre parce que son orientation sexuelle est ainsi. N'y a-t-il pas un risque de danger vis-à-vis des adversaires? Effectivement, nous y avons pensé, et c'est pour ça que nous avons établi une espèce de commission qui traitera au cas par cas, car naturellement, si jamais il y a une distorsion de gabarit, il peut y avoir des blessures. Et là, nous rentrons dans des problèmes d'assurance. Et là, on sait qu'aujourd'hui, le rugby est déjà très touché par des problèmes d'assurance, notamment pour les commotions cérébrales. Je voudrais dire que l'exemple de la Fédération française de rugby, qui, je vous le redis, était d'une grande complexité, d'autant plus que World Rugby avait fait une recommandation pour ne pas inclure les transgenres dans les compétitions officielles. Donc nous sommes allés au-delà, et ce malgré que notre président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, est vice-président de World Rugby. Donc nous sommes allés devant le comité directeur de la Fédération française en émettant un avis contraire à World Rugby. Bernard Laporte a acquiescé avec Serge Simon, il n'y a aucun problème. Et aujourd'hui, Rémi Lévy, qui est vice-président de la Fédération de handball, qui est ici présent, et membre de l'EHF,
a emboîté le pas de la Fédération française de rugby. La Fédération française de rugby a servi, à mon sens, de détonateur. Nous sommes des pionniers. Et je le redis parce que ça a été très compliqué par rapport à notre sport, qui est un sport de combat, qui est un sport violent, où il y a une violence légitime, où on peut vraiment blesser un joueur sur un plaquage. Ce n'est pas un acte illégal. Donc il fallait faire très attention. Nous avons borduré. Nous espérons que d'autres fédérations vont suivre. On espère par exemple que le basket va suivre, notamment. Le foot, on est un peu circonspect parce que, et pourtant c'est un sport qui pourrait accueillir des transgenres beaucoup plus facilement que le rugby. Mais je pense que nous, la Fédération française de rugby, on peut être fiers d'avoir fait ce qu'on a fait parce que nous sommes un exemple pour les autres fédérations. On a une question sur Internet et en fait, je pense qu'on va rebondir sur la question pour agrandir un petit peu. La déconstruction, tout à l'heure, on parlait de déconstruction du genre, puisque c'est quelque chose qui commence, on ne va pas dire à fluctuer, mais jusqu'à présent, on était justement sur ce système vraiment binaire homme-femme. Dans le cadre du rugby, il y a eu effectivement, on va dire, des principes de précaution mis en place pour éviter des blessures, mais le sport, il peut y avoir différentes pratiques. Comment est-ce que dans le cadre de la réflexion sur les identités de genre, on peut prendre en compte dans les pratiques sportives les personnes non binaires, puisque les personnes trans, voire même cis, les personnes transgenres M2X ou F2X ne veulent pas forcément s'identifier dans certains cas sur un homme ou sur une femme et peuvent être non binaires. Comment est-ce que c'est cet aspect justement de la réflexion sur le genre tel qu'il est en train de se passer au sein de nos sociétés peut être pris en compte dans le sport en général et par exemple dans le rugby sur la base de certains critères? Non, mais là, je rejoins un peu Sylvain. Il y a une construction sur toute l'identité de genre qui se fait au fur et à mesure de par, comme l'a notamment parfaitement décrit Sandra. Nous, on n'est pas là, si vous voulez, la Fédération française de rugby, pour juger si vous êtes binaire, non-binaire, fluid gender, homo. Nous, on dit, voilà, notre sport, chez nous, il y a les grands, il y a les petits, il y a les gros, il y a les maigres, il y a les efféminés, il y a les masculins. On accueille tout le monde. À partir de là, on ne cherche pas à comprendre. Vous venez, on vous accueille. Par contre, nous sommes devant un impératif absolument essentiel, c'est éviter une distorsion, qu'elle soit physique, compétitive. Et ça, c'est comme ça, c'est par rapport à notre sport. Alors, toi tu me dis, bon, par rapport à l'identité de genre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut assimiler ça très facilement? Mais si tu veux, ce n'est pas notre problématique. Notre problématique, elle est simple. Quelqu'un vient, il remplit les 3 conditions que j'ai décrites et il joue. Et nous, ce qu'on veut, c'est le libre arbitre dans le sport. C'est-à-dire que Alexia, par exemple, elle est soi-même dans notre sport. Elle est Alexia. Tu as été Pierre, on s'en fout. Tu es Alexia, tu joues, et même si tu veux, tu peux essayer d'être international. Et jouer Annick. Alors là, ça va poser un autre problème, parce que ce n'est pas tout à fait en ce moment, dans World Rugby, peut-être s'y opposera. Mais ça ne fait rien, on y pousse. Les transgenres deviennent des joueuses comme les autres. Point. Et on s'arrête là. On ne veut pas chercher à savoir tout le reste. Alors, pour les autres sports, par exemple, vous savez que le CIO, par exemple, autorise les transgenres aux Jeux Olympiques, suivant des critères. Je crois que Sandra, c'est 5, le taux de nanomol par litre. Il y a eu, par exemple, Hubbard, l'haltérophile All Black d'ailleurs, qui a participé aux derniers Jeux Olympiques.
et qui a eu des résultats plutôt médiocres. Parce que c'est ça, finalement, ce qui fait le plus peur par rapport au transgérisme dans le sport. C'est qu'on se dit, elle l'a souligné, Sandra, ah mais voilà, ce transgenre arrive, mémoire musculaire, ancien athlète de haut niveau, elle va tout écraser, elle va tout gagner. Et là, on peut avoir ce qu'on appelle l'effet Biden. C'est-à-dire, quand Biden a été élu, il a dit, je crois le lendemain, il a décrété que tous les transgenres pouvaient participer à toutes les compétitions sportives aux États-Unis. Résultat, ça a été une véritable catastrophe, puisque, si vous voulez, vous avez des garçons qui ont dit moi, je me considère comme une fille, mais je vais aller faire le 100 mètres avec les filles. Évidemment, les 20 premiers étaient des garçons et les 20 dernières étaient des filles. Résultat, les associations de parents d'élèves sont allées voir les gouverneurs en disant nous, on retire nos filles, on ne veut plus ça, c'est une mascarade. Conclusion, les gouverneurs, ils ont pris un autre décret qui interdit aux transgenres de participer à toutes les compétitions aux États-Unis, notamment dans les compétitions universitaires. Donc c'est ça à quoi il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas que l'inclusion arrive à une exclusion et qu'en voulant lutter contre les discriminations, on crée une autre discrimination. Et voilà ce à quoi nous on tend, et je sais que j'en ai discuté tout à l'heure avec Rémi Lévy, avec ils ont Béatrice Barbus qui est sociologue et qui est aussi très pointue là-dessus. Ce que nous cherchons nous vis-à-vis du transgérisme dans le sport, c'est un équilibre, une équité, pour pas tomber après face à un radicalisme féministe qui nous crée alors là une exclusion totale des transgenres. Merci. Monsieur Martin, donc du coup, à la fois vous représentez la ville de Montpellier ce soir, mais j'aimerais d'abord poser une question presque un peu personnelle, puisque on se connaît depuis les terrains de rugby. Et effectivement, tu jouais dans un club dit classique. Et le club de Moggio a rencontré mon club de l'époque. D'ailleurs, je salue mes camarades qui sont ici dans la salle, Los Valens de Montpellier. Comment ça s'est fait en tant que joueur, en tant qu'individu, mais aussi en tant que collectif, le jour où vous avez rencontré pour la première fois un club de rugby gay? Bonsoir tout le monde. Et alors vraiment, merci Yann de ta question. D'abord, juste, permets-moi de remercier les organisateurs de cette soirée à Montpellier. C'est vraiment une grande fierté pour la ville d'accueillir une table ronde comme celle-ci, et remercier aussi le MHR de nous accueillir pour ce moment-là. Ta question, elle me fait très plaisir parce qu'elle remonte à longtemps. À l'époque, j'étais svelte et je jouais trois carrels. Et effectivement, c'était la première fois que Los Valens rentrait dans le circuit vétéran autour de Montpellier. Et quand dans le vestiaire, le coach nous a dit qu'on allait jouer Los Valens, dont on connaissait parfaitement l'identité de l'équipe, il n'y a eu aucune réaction. Et franchement, sur le moment, parce que bon, à l'époque, je militais déjà beaucoup pour les droits LGBT dans la ville, j'ai eu une seconde d'inquiétude, je l'avoue. C'est-à-dire que je me suis dit comment ils vont réagir, les copains autour sur les bancs là. Et rien, mais rien, pas un mot. Voilà, c'est quelque chose qui est passé comme une lettre à la poste. En gros, il ne s'est rien passé. La seule chose qui s'est passée, c'est après le match, où là, on s'est dit, putain, en plus, ils sont bons, quoi. Voilà, parce que ça a été compliqué. Et en plus, ils ont été aussi super bons en troisième mi-temps. Mais là aussi, c'est un sacré moment, parce qu'il enfin, y a du monde ici qui sait ce que c'est qu'une troisième mi-temps de rugby. Mais quand on se retrouve, 20 gars de chaque équipe, il y a une quarantaine de bonhommes qui mangent ensemble, qui boivent ensemble, qui chantent ensemble, et que, voilà, une troisième mi-temps exactement comme les autres, délirante comme les autres. Donc voilà, c'est une anecdote qui valait le coup d'être vécue à l'époque, quoi. Voilà. La ville de Montpellier aide à travers de différentes manières des associations qui luttent au quotidien contre les LGBT-phobies ou toute autre discrimination par des subventions, par des prêts de salles et de créneaux. Qu'est-ce que votre municipalité peut faire de plus
dans les années à venir pour que cette question devienne centrale et qu'elle devienne vraiment une question majeure de la lutte contre toutes les discriminations qu'il peut y avoir dans le sport et dans la société. Pardon. Alors pour répondre à ta question, là, je vais commencer par élargir un petit peu le truc, parce que le sport, c'est un formidable lieu d'éducation, c'est un formidable lieu d'expérimentation du vivre ensemble, mais on ne peut pas le séparer de son environnement, de la société dans laquelle se situe la question sportive globalement, quels que soient les sports. Et je veux d'abord pousser un petit coup de gueule. Ceux qui me connaissent ne seront pas étonnés, parce que dans l'intitulé, là, on veut parler de l'aspect institutionnel du sport vis-à-vis de certaines grandes fédérations internationales. Moi, quand en 2019, la Fédération internationale d'athlétisme décide que les championnats du monde vont se dérouler au Qatar, ça me pose un gros problème. Dans un pays dans lequel on sait comment les droits des homosexuels, comme les droits des femmes, comme les droits des travailleurs, comme l'environnement, etc. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est les droits LGBT. Quand on prend une grande fédération internationale, prend la décision de le faire là-bas, c'est une gifle qui est donnée à tous les éducateurs dans les clubs amateurs quand ils veulent faire le boulot comme il faut vis-à-vis de ces questions-là. Quand la FIFA, en 2018, décide d'organiser la Coupe du monde de rugby, de foot, excusez-moi, on a trop parlé de rugby, c'est à peu près 3-4 milliards de téléspectateurs quand même, une Coupe du monde, quoi. En Russie, dont on sait que les homosexuels subissent une violence qu'on peut qualifier de violence d'État dans ce pays-là, ça me pose un problème. Et quand les mêmes récidivent pour 2022 en retournant eux aussi au Qatar, c'est encore un problème. Voilà. Et donc, à un moment donné, le courage institutionnel, c'est aussi de s'opposer à ça. Et quand je montre du doigt ces fédérations internationales-là, je suis désolé, mais je montre aussi du doigt les États qui laissent faire ça. Parce qu'un président de la République, un ministre des Sports, quels que soient les pays qui vont participer à ces compétitions-là, ils ont des mots à dire sur est-ce que je laisse mon pays participer à ça ou pas. Et d'ailleurs, est-ce que je laisse ma fédération nationale participer au vote dans la fédération internationale pour que ça se passe dans tel ou tel pays. Et moi, je dis non. Et je fais d'ailleurs partie de ceux qui pensent qu'on devrait boycotter la Coupe du monde de foot au Qatar pour les raisons que je viens de dire. Je resserre un peu l'environnement maintenant sur la ville de Montpellier. On ne part pas de rien, mais le parcours il a été chaotique. Je vais remonter juste à 2009, au début du mandat d'Hélène Mandroux, quand Hélène Mandroux lance l'appel pour le oui au mariage depuis la ville de Montpellier, au mariage pour tous. Et pendant 3-4 ans, jusqu'au 23 avril 2013, on mène la bataille dans la ville. On mène la bataille, il y a Élodie Brun-Mandon qui est là devant moi, qui maintenant est conseillère municipale déléguée à la prévention santé. À l'époque, elle était la salariée de la Fierté Montpellier. Et avec les associations, on se bat. Avec Cédric Sudre, qui à l'époque était, Hélène Mandroux avait créé le premier poste élu à la lutte contre les discriminations. Avec Michael Delafosse, qui est aujourd'hui maire, qui à l'époque faisait partie de l'équipe. Je vois Hussein Bourgi, le sénateur Bourgi, qui est là dans la salle, qui à l'époque s'occupait des SOS homophobie, qui également se battait. Si je dis ça, c'est parce que ça fait passer des messages dans la ville. Et quand on se bat, ce n'est pas juste ces personnes que je viens de citer. Ça, c'est une impulsion politique. C'est avec le monde associatif. Ça fait percoler quelque chose dans la ville, tout ça. Et donc aussi dans le milieu sportif. Et je suis désolé si on me trouve un peu polémique, mais quand pendant le mandat précédent, on se retrouve avec une élue issue de la manif pour tous, et avec une pointe de cynisme, des fois, je me dis quand même, on lui donne la délégation à l'état civil. Ça fait régner une autre ambiance dans la ville. Et donc tout ça, on ne peut pas séparer cet environnement-là de ce qui se passe dans le sport. Et donc effectivement, tu le disais, on a des actions pour accompagner le monde sportif associatif. Et là, je voudrais quand même venir en aide à mon ami David Blatt, qui est ici dans la salle, qui est le président du district de foot, parce que le foot a quand même été un peu malmené dans la soirée. Et même si je fais partie de ceux qui sont absolument... D'ailleurs, j'ai du mal à y aller, je le dis très franchement, à la Mosson. Je vais y retourner le dimanche 28, pardon, pour le match contre Lyon. Mais quand chaque fois qu'un gardien adverse dégage son ballon et que toute la tribune gueule, excusez-moi, enculé,
il y a quand même un problème. Et j'ai très bien compris votre explication qui est extrêmement intéressante. Mais David Blatt, qui est là, le 18 décembre, je crois, va mener avec le tissu associatif, et je crois qu'il a dû contacter le Chemin des Cimes d'ailleurs, voilà, pour une opération qui s'appelle Une seule couleur, celle de mon maillot, soutenue par la ville de Montpellier et par le département de l'Hérault, pour lutter contre toutes les discriminations. Là aussi, on voit bien que le slogan fait plutôt penser à la lutte contre le racisme, mais également à la lutte contre l'homophobie. Donc il y a aussi quand même du côté du foot, dans la ville de Montpellier et avec les instances du foot, des choses qui se passent. Et moi, je veux faire une proposition au monde associatif, en tout cas prendre un engagement, c'est de faire, on va l'appeler un kit pédagogique, une mallette pédagogique, on verra la forme que ça prend. Et j'ai retenu, et on s'est entretenu très rapidement avec les réalisateurs du film de Canal+, juste avant le débat, pour qu'on puisse, dans cette mallette, dans ce kit, utiliser des extraits de leur film, parce que vraiment, alors merci à distance à Gareth Thomas, je crois qu'il nous écoute plus, mais alors d'abord, quelle fierté d'avoir Gareth Thomas qui parle à Montpellier, même à distance. Merci Sandra, merci Véronica, qu'on entendait aussi tout à l'heure, parce que ces paroles pleines d'humanité, moi je crois beaucoup au pouvoir de la parole. Et il faut qu'on ait comme ça un kit pédagogique pour que, avec le monde associatif, on aille dans les clubs, on aille dans les associations de façon à travailler dans le fond là-dessus. Parce que vous savez, les politiques, on est très fort pour faire une commission. Et puis de cette commission, on va faire une charte. Et puis, voilà. Et donc là, j'aimerais qu'on puisse faire cet outil important. Et pour que cet outil soit utile, parce que des fois, de la charte, on va sortir la fameuse mallette pédagogique qui va finir sous le bureau de l'élu, pour que vraiment elle puisse être utilisée. Il est bien évident, et j'en ai parlé hier en réunion de service avec mes services, avec le nouveau directeur des sports d'ailleurs qui vient d'arriver à Montpellier, dans les attributions de subventions et de créneaux dont tu parlais, qu'il y ait bien entendu une valorisation pour les clubs, les associations qui verront passer, qui inviteront à passer chez eux les formateurs avec ce kit pédagogique. Voilà, parce qu'il faut réellement avancer sur ces sujets-là. On sait qu'on est sur des temps longs. Et pour conclure, c'est ce que je disais au début, il faut vraiment que les instances internationales, que les fédérations, et je suis heureux aussi de voir mon ami Rémi Lévy de la Fédération de handball qui est là ce soir, parce que le travail dont je parle, on ne pourra le faire qu'avec les fédérations, l'ensemble des fédérations, pour pouvoir être efficace sur le terrain. Comment rebondir ? Il y a pas mal de questions qui reviennent sur l'identité de genre sur le chat, et avant je reviendrai dessus de manière à ce que vous puissiez répondre. Hier, avec Yann, on s'est vu pour discuter un petit peu de la réunion de ce soir, des sujets qu'on allait aborder, et entre autres, justement, de ce qui était bien précisé dans le premier intitulé de la question, c'est-à-dire les freins qui existaient sur justement cette promotion de la diversité. Il m'a parlé du code du sport. Je ne savais pas qu'il existait un code du sport. Je suis allé sur Légifrance. J'ai recherché orientation sexuelle dans le cadre du code du sport. 2 références sortent et elles ne concernent que les clubs de supporters. L'orientation sexuelle et le respect de l'identité de genre dans le code du sport ne rentrent que pour les supporters, c'est-à-dire ne rentrent pas dans la pratique. Donc elles ne concernent ni les fédérations ni les ligues. Et là, peut-être que c'est aussi quelque chose à faire du point de vue des élus pour lutter contre ces freins. C'est de faire quelque chose de manière à faire en sorte aussi que la législation sur ce point évolue de manière à ce que vous demandez aux associations, c'est-à-dire de respecter les principes fondamentaux de la République, des chartes qui en soi ont leur utilité, puisqu'elles permettent de modifier la société localement, qu'il y ait aussi un petit coup de, je ne vais pas dire de train à l'arrière, mais il y a quand même énormément de choses à faire sur ce point de vue-là, et c'est peut-être aussi le rôle des institutions. C'est plutôt le rôle du Comité national olympique des sports français, ce que tu viens de dire, par rapport au code. Si tu veux, chaque fédération a sa propre législation, mais toi tu parles d'une manière générale, et là ça touche le CNOS. Là, le code du sport, c'est Légifrance, donc c'est la loi française.
vous avez tous les deux raison. Mais écoute, enfin, très clairement, le travail politique, il est énorme, et c'est comme tout, ça demande de la volonté politique. Voilà, on ne va pas se mentir. Donc, est-ce qu'on est capable de dire oui, on s'engage là-dessus ou pas? Il y a un certain nombre d'élus qui le font. Je pense qu'on peut d'ailleurs reconnaître à Michael Delafosse une certaine rigueur morale. Et on voit bien sur certains sujets, quand il décide que dans une épicerie de nuit où on sait qu'il se passe des choses par rapport à trafic de drogue ou pas, on arrête de menacer de fermer. On ferme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de la volonté politique. Et donc, de la même façon, quand il y a des actes... Moi, je vais recevoir dans quelques jours l'arbitre de foot qui s'est fait violenter il n'y a pas si longtemps que ça, parce que, voilà, il y a des actes à poser. Et effectivement, et c'est là que je disais que ça demande du temps, parce qu'il faut rassembler. Mais enfin, moi, je crois énormément au mouvement populaire, quoi. Voilà, c'est-à-dire que quand on veut que les choses... En politique, la politique, c'est des rapports de force. Voilà. Et ce n'est pas juste quelques élus qui peuvent avoir le rapport de force. Le rapport de force sont là quand les citoyens s'en mêlent, quand le monde associatif s'en mêle. Moi, j'ai l'habitude de dire, il y en a un jour, il a dit « la République, c'est moi ». Je dis « non, la République, c'est eux ». Et je dis ça en parlant des associations. Voilà, c'est eux qui font le tissu social, qui fait société, qui fait république. Et quand le monde associatif s'en mêle avec les élus, c'est là qu'on peut changer les lois, faire évoluer les lois, et surtout, du coup, avoir le courage de les faire respecter. Parce qu'un élu, quand il dit « je veux faire respecter la loi », très souvent, il va se faire taper dessus par certaines catégories. Quand il y a vraiment un poids de la société derrière qui dit « non, il a raison de le faire », ça aide beaucoup à avoir du courage politique. Merci. Si je peux me permettre une dernière question avant de passer à la table ronde avec l'ensemble des intervenants. Non, je veux une dernière. Elle est écrite sur le chat, comme ça on fait un petit peu le lien. Mais pour justement lever ces freins, moi je pense surtout aux jeunes. J'ai entendu ça tout à l'heure, aux jeunes qu'on a été quand on a été dans la construction de notre propre identité. Déjà en tant qu'identité de genre, en tant qu'orientation sexuelle, mais aussi en tant que... C'est quelque chose qu'on partage beaucoup dans cette salle, j'imagine, en tant qu'identité de sportif, que ce soit sportif du dimanche, sportif amateur, sportif professionnel. Pour que les mentalités évoluent, il y a un levier qui peut être saisi, et ce n'est pas forcément la loi qui va l'imposer d'abord, ça peut être aux institutions et aux différentes fédérations. C'est la formation des éducateurs et des éducatrices. Comment est-ce qu'elle est faite aujourd'hui ? Et en quoi les futurs entraîneurs et les futures entraîneuses de demain, dans leur parcours de formation, comment c'est prévu, comment c'est fait? Est-ce qu'il y a des modules? Est-ce qu'il y a des unités d'enseignement obligatoires pour que ces questions-là soient traitées en amont, que dans la construction du futur éducateur et de la future éducatrice, que les mots ont un sens et que les mots ont un poids? Comment est-ce que, au sein d'une fédération ou au sein d'une municipalité, est-ce que ça, vous-même, déjà, vous pouvez le lancer, de faire en sorte que vos intervenants et vos intervenantes soient formés à accueillir un certain public et à accueillir tous les publics? Alors, moi, je voudrais parler au nom de la Fédération française de rugby. Et ce que je vais dire, c'est pas très... C'est un peu dramatique. Il y a un an, ici, à Montpellier, Douna, transgenre, qui était mégenrée, c'est-à-dire qu'elle voulait être une fille et tout le monde l'appelait au crous comme un garçon, est allée se jeter sous un train dans la gare de Montpellier. Auparavant, elle était allée voir un CPE, un conseiller d'éducation, pour lui parler de son mal-être. Et au crous, personne n'a été capable de l'aider, de l'entendre, de l'écouter. Elle est repartie dans sa chambre et le lendemain, elle est allée se jeter sous un train. Alors là, nous parlons de l'éducation nationale. Alors imaginez, nous, Fédération française de rugby, ou d'autres fédérations d'ailleurs. Même l'éducation nationale a encore du mal à avoir un personnel à l'écoute du mal-être des transgenres. Donc nous le savons, à la Fédération française de rugby, il y a un travail énorme à faire. Énorme. On va s'y atteler. Mais je peux vous garantir que pour moi, ce serait terrible
Si on avait un jeune transgenre qui évolue en cadet, en junior, qui va voir un entraîneur, un éducateur qui ne sait pas lui répondre et qui accomplisse le même acte terrible, quoi. Et ça, ça m'horrifie, quoi. Et donc là, je pense que nous avons beaucoup de travail, toutes les fédérations. La formation est une question essentielle dans les sujets dont on débat ce soir. Et un des sujets, je suis en train de créer une commission consultative du sport à Montpellier pour réunir des acteurs associatifs, mais aussi des acteurs institutionnels. Et on vient parler d'éducation nationale et il y a un acteur qui est extrêmement important dans le sport, ce sont les profs de PS. Parce que contrairement aux éducateurs sportifs dans les clubs, qui voient passer ceux qui viennent faire du sport, à l'école, dans les collèges, dans les lycées, les profs de PS, ils voient passer tous les jeunes, sans exception, y compris ceux qui ne veulent pas aller faire du sport, et donc y compris aussi ceux qui veulent, et celles qui ne veulent pas aller faire du sport parce que pour des problèmes d'orientation sexuelle, ils ont peur de se sentir mal dans le club et ils n'y vont pas. Et donc les profs de PS ont une expertise extraordinaire sur un certain nombre de sujets. Et donc la formation est une question clé, et je vais mettre aussi au centre du jeu l'UFR STAPS. On a des chercheurs extraordinaires à l'UFR STAPS. On a une chercheuse, Julie Boichet, qui a travaillé sur l'accès au sport pour les femmes et pour les jeunes femmes, parce qu'on peut faire beaucoup de parallèles entre l'évolution des droits des femmes et l'évolution des droits LGBT. Il y a des combats communs à mener entre ces deux questions-là. Et pour conclure là-dessus, Montpellier, on a deux images. C'est l'image de ville sportive et l'image de ville universitaire, de ville de chercheurs, etc. Et à un moment donné, il faut arriver à faire se croiser les deux. Et c'est ce que je veux faire en mettant la question de la formation au cœur de ce Conseil consultatif du sport. Merci beaucoup, je vous remercie pour vos interventions. J'espère qu'on a pu ce soir amener quelques éléments de réponse, amener aussi des éléments de questionnement pour la suite. Et puis, on va passer maintenant à la table ronde avec l'ensemble des intervenantes et des intervenants. S'il y a des questions, d'abord dans le public. Je ne sais pas si les deux réalisateurs du documentaire sur Canal sont là. Okay. J'avais une petite question pour vous. Justement, comment vous avez fait pour trouver les 6 et si vous avez eu beaucoup de réponses négatives? Parce qu'officiellement, ils ne sont pas censés donner leur genre et vous l'avez trouvé. Donc, enfin, leur orientation sexuelle. Donc voilà, je voudrais avoir une petite précision là-dessus. Si vous avez beaucoup de refus aussi avant de trouver ces 6 personnes. C'est une bonne question. Effectivement, c'est pas marqué sur le front des gens. Donc, non, après, ce qui est vrai aussi, c'est qu'en travaillant dans le milieu du sport pour ma part, depuis plus de 10 ans, c'est comme tout, il y a toujours des rumeurs, il y a des on-dit. Donc, je ne sais pas si c'était la meilleure des méthodes, mais en fait, on a été un peu contraint de partir de la rumeur, de ce qu'on a pu entendre, et d'aller creuser pour vérifier cette rumeur et d'aller poser directement la question aux gens concernant cette rumeur, en étant le plus bienveillant possible et en expliquant pourquoi on le faisait. Mais voilà, on a été obligé de partir de la rumeur pour aller les voir, leur poser la question et parler du projet. Parfois, un jour, on m'a dit non, je ne suis pas homo. Donc, il y a eu aussi des rumeurs qui étaient vraiment fausses, mais c'était aussi intéressant d'en discuter sur le pourquoi de ces rumeurs. Et sur les échecs, oui, il y a eu des gens qui n'ont pas voulu être dans le documentaire, qui ont réfléchi longuement et qui ont décidé, mais plutôt parce qu'en fait, elles n'avaient pas réglé les questions par rapport à leur famille, principalement. Au-delà de l'impact du coming out médiatique, au-delà de la réaction des coéquipières ou coéquipiers, c'était vraiment la question que dans la famille, c'était encore un sujet qui n'était pas fluide. Voilà, donc il y a eu quelques refus. D'autres questions ? Peut-être pour réagir à ça, juste dire que c'est pas illégal de demander l'orientation sexuelle de quelqu'un. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut, et on n'est pas obligé d'être malveillant, s'inquiéter de l'orientation sexuelle de quelqu'un. Normalement, même si un rapport est consenti, c'est une question qui doit se poser à un moment donné. Voilà. Et je pense que c'est aussi important de le dire, parce que c'est pas le secret où je dis tout.
C'est pas comme ça dans la vraie vie que ça se passe pour les... C'est quelle est la quantité d'informations que je masque pour que ça ne se sache pas. Et c'est ça le coût de la charge mentale en partie. Et de la peur dont parlait Gareth Thomas. Parce que quand je masque de l'information, j'ai l'impression de ne pas être honnête, etc. Parce que je sais que je masque de l'information et que le moindre oubli va rendre visible ce que je prends un certain temps, d'une certaine manière, à dissimuler. Alors dans les entretiens, ça se matérialise comment ? Je lis tel magazine, mais quand mes parents sont là ou quand les gens viennent, je le cache. J'ai une photo avec quelqu'un, je la cache. Donc je passe ma vie finalement à effacer des signes. Évidemment, laisser l'opportunité à quelqu'un de dire son orientation sexuelle, en le laissant libre de ne pas répondre s'il ne souhaite pas répondre, ça n'est pas une offense, et je pense qu'au contraire, c'est souvent le meilleur qu'on puisse faire ou qu'on puisse dire, en acceptant effectivement que les gens ne veuillent pas le dire s'ils ne souhaitent pas le dire. Oui, on m'entend ? Ok. Je suis désolée, d'avance, j'ai une angoisse du micro, fait que si ma voix tremble, c'est normal. C'est pas tellement une question, c'était plus pour apporter justement au thème de la soirée. Je pratique un sport qui est largement méconnu, qui s'appelle le roller derby, et voilà, que je pense qui est vraiment représentatif de ce type de thématique où, pour une raison que j'ignore encore, on a énormément de personnes mon Dieu, c'est mal. Okay, de la classe LGBT et entre autres aussi des personnes qui n'ont jamais pratiqué de sport auparavant. C'est assez incroyable l'attrait que peut avoir ce sport, justement, en termes d'inclusivité et de visibilité. Et c'est tout, je voulais dire, donc déjà merci d'avoir fait cette conférence, et c'est vraiment incroyable de le mettre en avant. Et c'est ce que nous, on essaie de faire au quotidien, en tout cas, de promouvoir un espace safe pour toute personne. Et c'est très intéressant, d'ailleurs, l'intervention de Sandra, je crois. Sandra, ouais, qui est occupée. Mais merci beaucoup d'avoir éclairé le problème d'équité athlétique, mais aussi... parce que nous, voilà, en fait, je pratique le derby, forcément... qu'on dit féminin, donc qui inclut tout le monde sauf les personnes déclarées comme hommes cisgenres, parce que absolument tout le monde est bienvenu, on ne pose pas de questions si on est lesbienne ou bisexuelle, ou transgenre, homme ou femme d'ailleurs, ou non binaire. C'est vraiment question pour des raisons sociologiques, je m'attarderai à dire, les hommes cisgenres sont... historiquement, peut être perçu comme une certaine menace, du moins que certaines personnes ne peuvent pas se sentir forcément en sécurité. Et par contre, parfois, la question au niveau sportif se pose, parce que moi-même, ayant joué contre des transgenres non-binaires ou des transgenres femmes, ou alors des personnes qui prennent la testostérone, c'est vrai que parfois, je me dis, je me fais ramasser par un tas de muscles, et je me dis, je vais pas aller à la gym tous les jours, genre, je ferai jamais le poids en face. Et c'était vraiment intéressant, du coup, de savoir qu'elles peuvent avoir moins de force physique, et ça m'aide du moins à comprendre, à me positionner en tant qu'athlète. Je suis inclusive, et moi, par rapport à ça, avec ma condition biologique et ce qui m'était donné naissance, comment je lutte face à ça, tout en me respectant en tant que personne. Je veux dire. Fait que c'était vraiment chouette. Et j'avais une question à la base, et je crois qu'en fait, j'ai juste parlé. Non, mais on va rendre à César ce qui lui appartient. C'est vrai que le roller derby est la première discipline sportive à avoir accueilli des transgenres. Et souvent, on a dit que c'était la Fédération française de rugby. Non, c'est le roller derby, effectivement, qui dépend de la Fédération de skateboard, je crois, si je ne m'abuse. En France, oui, de la FFRS, oui. Ouais, voilà. Et donc, vous avez été un exemple pour nous. Merci beaucoup. Et il y a le WFTD au niveau international, oui, et on a forcément, étant un sport encore vraiment underground, alors c'est sûr qu'il n'y aura jamais d'athlètes professionnels de roller derby, même les plus grandes, mais voilà, en tout cas, on a énormément de transgenres de plus en plus dans les grandes équipes internationales. Ouais. Donc, vous visibilité, je trouve ça juste pour amener un petit éclairage, effectivement, la construction du roller derby a été faite dans ce contexte-là. C'est-à-dire que c'était la base de dire qu'ils ont construit une discipline inclusive. Et donc c'était la base de cette épreuve. Donc c'est normal qu'il y ait de plus en plus de transgenres qui participent, parce que justement ils vont se sentir accueillir dans quelque chose qui a été conçu pour eux. Simplement ça pose quand même un certain nombre de problèmes, notamment des a priori qu'il peut y avoir, et c'est par la pratique qu'on s'aperçoit que les trans ne sont finalement pas si terribles que ça. Non, c'est certain, mais merci en tout cas pour l'explication, parce que moi-même parfois je me posais la question, et de me dire au niveau équité sportive, et ça répond bien. Merci.
Oui, Rémi Lévy, vice-président, pas encore président, vice-président de la Fédération française de handball. D'abord, je voudrais dire que cette soirée est vraiment passionnante, elle est très enrichissante. Et effectivement, avec Jean-Bernard Moll, on a déjà commencé à discuter du travail qui a été fait au sein de la Fédération française de rugby. Et on est en train de faire ce travail également au sein de la Fédération française de handball. Et je pense que je vais profiter de Sandra Ford, puisqu'elle est handballeuse, je l'ai appris ce soir. Donc je pense qu'elle peut vraiment nous aider beaucoup dans la construction de ce projet. Je veux profiter de la présence de Sylvain Ferrès pour lui faire part d'une expérience récente qui m'interpelle beaucoup. À l'occasion d'un match de première division de handball, le président de Nantes, très remonté contre les arbitres, est descendu à la mi-temps du match donc pour en découdre avec eux. Et alors que ces derniers s'éloignaient pour ne pas justement tomber dans un contexte conflictuel, leur a dit, excusez-moi l'expression, je ne fais que le citer, « Va te faire enculer, sale petit pédé ». Bon, bien évidemment, cette affaire a fait l'objet de rapports de délégués et de rapports des arbitres. J'ai engagé les poursuites disciplinaires sur la qualification de propos discriminatoires. Et il s'est passé quelque chose d'assez étrange derrière qui m'interpelle beaucoup, puisque à l'occasion de l'audience disciplinaire, le président en question est déjà venu dire mais je n'ai pas pu tenir des propos homophobes, d'ailleurs j'ai un fils homosexuel. Et d'autre part, les membres de la commission de discipline ont interrogé les arbitres pour leur demander s'ils s'étaient vraiment sentis visés par des propos homophobes. Et ces derniers ont dit non, pas vraiment, parce qu'on n'est pas homosexuel. Bilan des courses, les propos homophobes ont été requalifiés en injures, c'est-à-dire avec un barème de sanctions beaucoup plus faible. Que peut-on en tirer, en interpréter et comment faire pour que les gens qui sont en charge de sanctionner ces propos homophobes ne le prennent pas à la légère et ne fassent pas une instruction qui fasse un petit peu l'impasse de ce qui s'est dit? Bon, d'abord, ça confirme la vision que j'avais, c'est-à-dire il était entendu pour tous ces gens-là, les arbitres compris, qu'il n'y a pas d'homosexuels dans le handball, ce qui est quand même un petit peu gênant. Et que donc cette insulte ne faisait pas de dégâts au moins collatéraux. Ou que si jamais des jeunes avaient envie de jouer au handball et se sentaient homosexuels, peut-être ils réfléchiraient à aller vers un autre sport. Donc ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut faire prendre conscience là, c'est que la violence du terme qu'on geste, son caractère d'appel à la haine, etc., c'est pas le vécu ou le sentiment qu'on a en le prononçant qui est essentiel. C'est la manière dont le reçoit celui qui est visé. Et là, il y a un travail pédagogique à faire énorme. Parce qu'évidemment, on a l'impression que quand on lance des insultes rituelles comme ça, elles tombent sur personne et elles ne concernent personne. Mais si elles concernent des gens, et je crois qu'au-delà de leur caractère illicite, même si elles sont non ciblées, elles posent un sérieux problème au développement du handball pour ces gens-là, mis à part s'ils souhaitent qu'il n'y ait plus jamais d'arbitre de handball qui puissent être homosexuels ou de joueurs de handball ou de gens homosexuels qui aient quelque chose à voir avec le handball. Donc je pense que là, il y a deux problèmes. Il y a le problème de la légalité et il faut le traiter. Mais bon, peut-être faudrait-il obtenir une position claire de ce président de Nantes, de savoir s'il souhaite que parmi les participants à son club, parmi les arbitres de handball, parmi les jeunes qui viennent chez lui, il pense que tout le monde est bienvenu, et alors qu'il le signifie clairement, ou est-ce qu'au travers de ce propos malheureux, il laisse à penser qu'il ne le souhaite pas Alors après, le problème avec son fils est un problème privé. Nous n'allons pas rentrer dans ce problème-là. Je ne veux pas savoir s'il souhaite que son fils joue au handball ou pas. On voit bien le caractère, identitaire et humain compliqué que peut avoir ce truc-là. Il n'empêche que collectivement, la chose est assez claire. Et assez suffisamment claire, à mon avis, pour... Parce que moi, je ne pense pas que ces réactions soient négatives, comme je ne pense pas que c'est négatif quand les clubs de supporters... quand on porte une affaire, ça produit des effets, et ça produit des effets, et ça produit des plaintes, et ça produit des plaintes, et ça produit des discussions avec les supporters. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est ça qui transforme les choses. C'est parce qu'il y a des collectifs qui se montent, qui posent des problèmes, qu'on en discute, etc., qu'on peut
avec des gens, l'inverse est inquiétant, c'est-à-dire que le politiquement correct de celui qui ne profère pas cette insulte, mais qui n'en pense pas moins, mais qui le contrôle, et des univers dans lesquels finalement ces choses-là passent par des manières plus diffuses, parce que les gens ont bien compris qu'il ne faut pas le dire, mais on peut le faire, est aussi assez inquiétant. Donc moi je pense qu'il faut, pour le coup, saisir la balle au bon et saisir toutes les balles au bon, et je suis assez d'accord avec Hervé Martin sur le fait que les rapports de force, c'est aussi, si ce n'est pas des associatifs qui interpellent, le politique ne peut rien faire non plus, parce qu'il faut qu'il y ait un rapport de force sociale. Il ne faut pas laisser les gens dans l'isolement, il faut qu'il y ait des collectifs qui se constituent, des collectifs de personnes concernées, puisqu'elles vivent la situation en particulier, mais d'autres collectifs qui se positionnent en disant oui, effectivement, c'est pas normal, nous on pense que le handball et les arbitres, il peut y avoir des homosexuels et que c'est très bien, et formellement, c'est ce que vous avez dit. Vous avez discrédité sa qualité d'arbitre au titre de son orientation sexuelle. Or, il me semble que la Fédé de handball fait des formations pour les arbitres et que dans ces formations, la qualité d'homosexuel ne préjuge en rien de la valeur de l'arbitrage. Je vais rebondir un petit peu très très rapidement sur cet aspect et sur la requalification qui a été faite. Normalement, à l'heure actuelle, dans la loi, les discriminations sur l'orientation sexuelle et ou l'identité de genre, c'est l'identité, c'est l'orientation sexuelle réelle ou présumée. Donc, ce qui qualifie l'insulte et la discrimination, c'est pas le fait que l'arbitre soit hétérosexuel, homosexuel ou shadok. On s'en moque. C'est le fait qu'une insulte ait été proférée. Peu importe que peu importe que la personne l'ayant proférée soit elle-même homosexuelle ou que son fils soit homosexuel. Ça ne compte pas. Donc là, à mon sens, et c'est là où effectivement il faut peut-être avoir sur ce point de vue-là aussi une éducation de la part des organismes disciplinaires tels qu'ils existent au sein des fédérations, c'est que laisser ce genre de choses être proférées, que ce soit vrai ou faux, peu importe, c'est au final, c'est ça le souci, c'est que ça finit par entacher directement si ce n'est pas qualifié correctement. Donc là, oui, effectivement, ce genre de choses, il faut effectivement le relever. Et merci à vous de l'avoir fait. Rémi, ce que je voulais te dire, c'est que nous, on a eu la même affaire avec Radosalevic, le joueur de Aix-en-Provence. Et alors, c'est un très mauvais... Lui il a traité quelqu'un de mangeur de bananes, donc vous imaginez. Mais lui, il a reconnu. Il est passé devant une commission de discipline, il a pris 26 semaines sans TGI, c'est-à-dire sans travaux d'intérêt généraux. Mais depuis, ça a été un contre-effet terrible, parce que désormais, et je pense que ça va être dans tous les sports, plus personne ne va reconnaître l'insulte. Et comme dans la plupart des cas, on ne peut pas faire de recherche labiale, on va se retrouver devant, si la personne ne le reconnaît pas, on ne pourra pas sanctionner. Et c'est pour ça que l'exemple de Rado est terrible. Parce que lui, de bonne foi, il a dit, j'ai fait une connerie, j'admets, j'ai dépassé les bornes. Il prend 26 semaines, c'est-à-dire une saison complète, pratiquement un an. Il a été licencié du club. Et je peux te dire qu'il n'y a plus aucun sportif qui va le reconnaître. Mais je vais prolonger la réponse à la question qui a été posée par Rémi Lévy. Donc les propos qui ont été tenus par le responsable de l'équipe de Nantes ne sont pas des propos discriminatoires, ce sont des propos injurieux. S'ils étaient discriminatoires, ils relèveraient du code pénal. Et en l'occurrence, la discrimination, c'est une différence de traitement entre deux personnes selon la couleur, l'origine, la religion ou l'orientation sexuelle. Les propos qui ont été tenus, donc, c'est des injures et elles relèvent de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Donc, la requalification, elle est particulièrement fondée et pertinente. En revanche, je vais apporter des éléments de réponse sur, d'abord, mon fils est homosexuel. Là, cet argument ne tient pas, il ne tient pas en droit. Il y a quelques décennies de cela, le leader d'une grande formation politique d'extrême droite en France, qui comparaissait devant les tribunaux, a expliqué qu'il ne pouvait pas être raciste puisque sa femme de ménage était de couleur noire. Le tribunal n'a pas retenu cet argument et a
reconnu au contraire la responsabilité pénale de Jean-Marie Le Pen, puisque c'est de lui qu'il s'agissait. La deuxième chose, le fait d'insulter un arbitre ou même d'insulter un joueur. Insulter un arbitre ou un joueur, même si l'arbitre ou le joueur n'est pas homosexuel, l'infraction est caractérisée. L'infraction est caractérisée parce qu'il y a un trouble à l'ordre public. Celui qui profère l'injure et celui qui la reçoit, ils ne sont pas seuls. Ils seraient dans un cadre privé entre quatre murs. Là, il s'agirait d'injures non publiques. Mais dès lors que l'injure a lieu devant des témoins, un seul témoin, là, on parle d'injure à caractère public et donc il y a un trouble à l'ordre public qui est constitué. Et même si celui qui a été injurié dit « je ne suis pas homosexuel », l'infraction est caractérisée et la peine peut tomber. Je prends un exemple pour illustrer. Nous avons en France eu un cas de ce type-là où un couple sortait à l'époque, à l'occasion des Journées du patrimoine, d'une synagogue. Sortant d'une synagogue, ils ont été victimes d'injures à caractère antisémite. Parce que les gens qui les ont injuriés les ont vus sortir d'une synagogue et ont considéré qu'ils étaient peut-être ou certainement juifs. Et lorsque l'enquête a eu lieu, le couple en question n'était pas de confession juive, mais toujours est-il que le caractère antisémite des injures a été retenu parce qu'effectivement, ce qu'Olivier a très bien rappelé, lorsque, avec quelques autres, nous nous sommes mobilisés en 2004 pour faire entrer dans le code pénal et dans la loi de 1881 la notion d'injure liée à l'orientation sexuelle, nous avons insisté pour que ce soit l'orientation sexuelle réelle ou supposée. Et supposée, ça veut dire la manière dont la personne qui a proféré l'injure a perçu celui qu'elle a injurié. En tout cas, merci beaucoup pour cette soirée qui est très enrichissante et très pertinente parce qu'il y a 20 ans de cela, on n'aurait pas imaginé organiser une soirée de ce type avec le plateau que vous avez et dans l'endroit où nous sommes ce soir. Merci à vous. Bonsoir, je serai très brève, très courte. Juste première chose, c'est vous remercier parce qu'en effet la soirée était riche, donné beaucoup d'explications et ouvert beaucoup d'interrogations. Donc merci beaucoup. Et puis je voulais juste faire une petite nuance sur ce qui a été dit sur la participation citoyenne pour que les pouvoirs puissent faire des choses. Et c'est vrai. Je pense que la mobilisation des fédérations, des associations, des personnes est fondamentale. Mais je crois qu'il y a aussi une partie du courage politique des pouvoirs. Hein. Moi, je suis galicienne. Espagne, on pense que parfois elle est très en arrière de la France, mais on a approuvé à un moment donné la loi des mariages des homosexuels bien avant la France, et la population n'aurait pas été pour. Hein. Si on avait fait un référendum, ça n'aurait pas été approuvé. Ça a été approuvé il n'y a pas longtemps, la loi transgenre, hein, il y a quelques mois. Si on avait fait une enquête en Espagne, peut-être les gens n'auraient pas approuvé non plus cette loi. Donc je pense qu'il y a une dynamique en boucle, les pouvoirs politiques qui doivent avoir le courage de faire des lois qui créent des représentations et qui favorisent les représentations. Et les gens qui mobilisent derrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alain, pour la conclusion peut-être ? Oui, le débat n'est pas fini, il va continuer à la brasserie en bas, puisqu'il y a un repas qui est prévu, un buffet. Donc vous êtes tous invités et ça va se poursuivre. Malheureusement, les gens sur Zoom ne vont pas pouvoir, mais je les remercie d'avoir été là. On a été nombreux, on a toujours envie de faire plus, mais je crois que les débats étaient vraiment au niveau. Ça va se poursuivre puisque sur les réseaux, il y aura de la diffusion. Il y a le MHR d'ailleurs qui va faire diffusion du débat sur ces différents réseaux. J'espère que les autres fédérations vont suivre. Je crois vraiment qu'il y a un débat de qualité. On a lancé quelque chose, on a créé des ponts. On a des intervenants de haute qualité et qui vont peut-être d'ailleurs travailler ensemble sur différents sujets. Et je crois que c'est un des objectifs. Et voilà, et j'espère qu'avec le Corévi, dont je vais rester président quelque temps, on va pouvoir aussi continuer à travailler tous ensemble sur ce nouveau domaine qui est la santé sexuelle. Donc je voulais juste rappeler aussi qu'on est entre la journée de la tolérance, qui est le 16 novembre. Tolérance, donc on n'aime pas trop ce terme, on en a parlé, mais ça fait partie des dates. Et journée internationale de visibilité transgenre, qui est le 20 novembre. Et donc, on est entre ces deux dates. Et je crois que ce soir, on a bien incarné tout ça. Donc, je vous remercie aussi. C'est la semaine de visibilité. Et le 20, c'est la journée de mémoire des trans. Je vous remercie pour ça.